Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit thème Chara Design, création de personnages, scénario, histoire, tout ça. J'espère que vous allez bien et si vous n'avez pas trop le moral, j'espère que le temps de cette vidéo, vous pourrez vous changer un petit peu les idées et qu'on va passer un bon moment ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue parce que l'essentiel de mon travail artistique ces derniers jours, c'était ça. C'était la création de personnages. J'avais envie comme ça de faire un petit peu de Chara Design et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, d'autant que j'ai déjà une petite playlist où je parle de projets BD, de comment mettre en place des scénarios, etc. Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est mon point de vue, donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, je me suis dit que même si c'est pas une vidéo tutoriel en soi, ce serait une bonne idée de vous partager le cheminement qui m'a conduit à créer ces personnages. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être qu'au contraire vous avez une méthode différente, peu importe. L'idée c'est que pour la partie 1, je vais vous parler du cheminement de ma pensée, donc comment d'une simple petite idée après j'ai commencé à créer des personnages, etc. Et dans la deuxième partie, donc qui sera la prochaine fois, je vais probablement approfondir cet aspect-là, et je pense aussi que je vais vous faire un petit point technique, donc tout ce qui est le matériel que j'ai utilisé. Je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Qu'est-ce que tu utilises comme papier, qu'est-ce que tu utilises comme peinture, etc. Donc ça, je vais le garder pour la prochaine fois, même si, bien sûr, là, vous allez avoir les images de moi en train de peindre les images. Donc de toute façon, vous aurez déjà une idée assez précise de comment je m'y suis prise et quelle technique j'ai utilisée. Je vais essayer de mettre des parties en temps réel et des parties en speed painting pour pas que ce soit trop long ou trop fastidieux à regarder. Mais comme ça, vous pourrez quand même voir précisément comment je m'y suis prise. Mais les explications purement techniques, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on va rester concentré sur vraiment la création des personnages et cette petite pelote d'idées qu'on a déroulée pour aboutir au personnage que j'ai créé. Autre petite précision, vous connaissez la chanson maintenant, mais cette vidéo que vous regardez là, c'est la version pour YouTube, parce que j'aime bien avoir du contenu gratuit et accessible à tous, en espérant que ça va vous aider dans votre processus de création, ou tout simplement que ça va vous divertir. Mais la vidéo complète, où il va y avoir plus de colorisation, plus d'images et plus d'explications, elle est en exclusivité pour mon Patreon. La contribution est à 2 € et je rappelle que pour 2 €, vous débloquez pas juste cette vidéo, vous débloquez l'intégralité du contenu. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et merci à toutes les personnes qui vont aussi liker, commenter et partager le contenu. Ça aide énormément, donc merci à vous tous. Allez, maintenant que tout ça c'est dit, c'est bon, on y va, on va parler de la création des personnages. L'idée de départ, qui n'était même pas forcément pour du Chara Design d'ailleurs, c'est forcément un concept que vous avez déjà vu parce qu'il a été exploité et réexploité, c'était de faire un personnage de dos dont les ailes ou la cape ressembleraient à des ailes de papillon. Et du coup, il y aurait cette ambiguïté de est-ce que c'est un humain qui a une cape et du coup on a l'impression qu'il a des ailes de papillon, ce serait une cape qui imiterait la forme des ailes d'un insecte, ou bien est-ce que c'est vraiment des ailes, mais qui sont posées sur le dos comme si c'était une cape, et le personnage serait donc pas un humain, ce serait plutôt une fée ou un personnage, une créature féerique. Je voulais jouer sur cette ambiguïté, et de là je suis partie sur Pinterest, et je suis allée tranquillement regarder des images d'ailes de papillons. Vous le savez, chez les papillons, et même chez les insectes en général en fait, il y a énormément de diversité, que ce soit au niveau de la forme des ailes, mais surtout au niveau des motifs. C'est vraiment assez impressionnant. On a des ailes qui sont très simples, on a des ailes qui imitent d'autres animaux ou d'autres éléments de la nature. On a des ailes avec des couleurs hyper chatoyantes, irisées, même un peu transparentes, enfin bref. Il en existe vraiment des traits différentes. Et de ça, pendant que j'étais en train de scroller et de regarder toutes les images, j'ai commencé à avoir une autre idée. Je me suis dit, et si en fonction des ailes du personnage, il avait un rôle différent, que ce soit un rôle social ou un rôle vraiment genre métier. Par exemple, on pourrait dire que ceux qui ont des ailes très sophistiquées avec beaucoup de couleurs, un peu entre guillemets décoratives, ce serait un peu la noblesse, vous voyez, les castes supérieures, et plus le personnage aurait des ailes un peu simples ou un peu moins impressionnantes, et plus on descendrait dans le niveau social. On serait plus sur des travailleurs, des gens beaucoup plus de la société normale, alors que les autres représenteraient l'élite. Vous voyez un petit peu le genre ? Ou bien, on pourrait dire que ceux qui ont des ailes un petit peu encombrantes et très impressionnantes, ce seraient les civils,
mais que ceux qui ont des ailes un petit peu plus graciles, un peu plus dans le mouvement, qui permettraient de se mouvoir plus facilement, ce serait par exemple la garde ou des guerriers. Et par exemple ceux qui auraient des ailes de camouflage, vous savez comme par exemple les papillons dont les ailes imitent les écorces des arbres. Vous voyez ce genre-là? Et ben eux ce seraient peut-être des espions ou un peu des gens chargés de surveiller les entrées des villes ou quelque chose comme ça, parce que comme on peut pas les voir, un peu en mode caméra de surveillance là, comme on les voit pas trop, et ben ils permettent de surveiller discrètement les alentours. Quelque chose comme ça. En tout cas, cette idée-là, elle a commencé à germer et j'ai commencé à tirer sur le fil, à tirer sur le fil, à tirer sur le fil. Et j'en suis venue à une autre idée, je me suis dit, mais si cette société, donc elle existerait très organisée et tout en fonction de, entre guillemets, de la parure de chacun, donc de leurs ailes, est-ce qu'il y aurait des humains? La réponse est bien évidemment oui, parce que ce serait beaucoup plus fun. Alors dans mon idée, ce serait pas une civilisation unique, où genre on vivrait en cohabitation et tout. Non, ce serait les humains d'un côté, et de l'autre côté, ce peuple hybride d'insectes, et on serait en bonne entente, hein, ce serait pas la guerre ni rien, mais ce serait pas l'amour fou non plus. Parce que je me suis tout de suite dit, obligé, mais alors vraiment obligé, les papillons là, ils sont trop fiers d'eux, et ils prennent trop de haut les humains. Vraiment. Ça se voit, ils sont prétentieux avec leurs ailes et tout, parce que genre, eux, ils peuvent voler, et nous, les humains, on peut pas, donc on est inférieurs, vous voyez le genre? En fait, les papillons, je les imagine un petit peu comme les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, ils veulent pas de mal aux autres ni rien, mais ils sont quand même vachement condescendants envers les autres. Hein. Ils se croient nettement supérieurs, ils ont cette culture très épurée, très précieuse et tout. Et le reste, ça paraît vachement bourrin à côté, alors que bon, c'est juste différent en fait, c'est pas ni mieux ni moins pire, mais eux, et j'imagine que c'est comme ça pour toutes les civilisations, ils sont persuadés d'être les meilleurs. Il y aurait quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose de l'ordre du nous on est quand même mieux parce que déjà en plus on peut voler, alors que vous non, donc voilà quoi. Déjà là, si on fait un petit point, on est quand même très loin de l'idée de base, qui était juste un petit jeu visuel sur un personnage qu'on verrait de dos, qui aurait cette cape, mais on ne sait pas trop si c'est une cape ou si c'est des ailes, est-ce que c'est un humain avec une cape ou est-ce que c'est une fée avec des ailes, enfin un truc comme ça quoi. De ça, je suis déjà partie beaucoup plus loin. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour commencer à avoir un début de scénario ou un début de backstory ou de background au personnage. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, j'ai continué à tirer sur le fil parce que je me suis dit, quand même, ces hybrides insectes papillons là, ils se la racontent un petit peu trop, il faudrait les remettre à leur place. Et je me suis dit, mais après tout, les insectes, c'est pas les seuls animaux qui peuvent voler. Nous avons aussi, bien évidemment, les oiseaux. Et me voilà partie sur les hybrides oiseaux, donc ce serait la même idée, hein, une civilisation à part qui du coup serait elle-même une culture totalement différente de celle des hybrides insectes, et elle-même encore totalement différente des humains. Donc tout ce petit monde là cohabiterait chacun dans son petit royaume là. Et les oiseaux, ma foi, c'est pareil, hein, c'est quelque chose, à l'instar des insectes, hein, c'est quelque chose visuellement qui a été très exploité, puisque quand on prend des humains et qu'on lui met des ailes d'insectes, tout de suite ça évoque les fées et des personnages féeriques, tout ce qui est très proche de la nature, les fleurs, etc. Quand on leur met des ailes d'oiseau, des humains avec des ailes d'oiseau, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé pour l'imaginaire des anges. Donc là, c'est tout de suite quelque chose qui paraît qu'on connaît très bien, qui est vu dans tous les tableaux, qui est très... En fait, quand on y réfléchit, c'est très bizarre visuellement, de pourquoi mettre des ailes d'oiseau sur un humain, mais c'est quelque chose auquel on est tellement habitué que finalement, ça ne nous choque plus de le voir. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, dans la culture populaire, au-delà des anges et de tout le côté un petit peu religieux, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les animés, dans les histoires fantastiques, etc. Et j'aurais pu m'arrêter là, mais non, parce que il existe encore une dernière espèce, en plus des insectes et des oiseaux, qui est capable de voler, et qui est d'ailleurs la seule espèce de mammifère qui est capable de voler. J'ai nommé bien sûr la chauve-souris. Et là encore, les ailes de chauve-souris, c'est quelque chose qui a été très très exploité dans notre visuel et dans notre imaginaire collectif. Donc on a les ailes d'insectes, c'est les fées, les ailes d'oiseaux, c'est les anges, et les ailes de chauve-souris, ça va être tout ce qui est démons, démoniaques, sombres, vampires, etc., etc. À partir de ce constat, donc ailes d'insectes égale fée ou créature féerique, ailes d'oiseau égale ange,
ou en tout cas quelque chose de positif, et aile de chauve-souris égale quelque chose de plutôt sombre, démoniaque, j'ai débloqué une autre idée. Je me suis dit, c'est un peu curieux quand même que les chauves-souris, ce soit ceux qu'on ait le plus un peu rabaissés ou démonisés, alors que quand on y réfléchit, c'est quand même l'espèce la plus proche de nous. Parce que les chauves-souris, c'est des mammifères. Elles vivent en groupe, elles s'occupent de leurs petits, etc. Alors que les oiseaux, déjà, on est déjà plus sur des mammifères, déjà. Et alors, les insectes, j'en parle même pas, on est même plus sur des vertébrés. Donc, c'est vraiment, ils sont loin, loin dans la stratosphère par rapport aux humains. Et pourtant, on va beaucoup plus glamouriser, entre guillemets, les ailes des insectes et celles des oiseaux plutôt que celles des chauves-souris. Mais d'un autre côté, il faut bien admettre que les ailes de chauve-souris, c'est spécial, quoi. C'est pas très très joli, hein, disons-le franchement. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur absolu. On a le droit d'aimer les ailes de chauve-souris, moi j'ai aucun problème avec ça, mais je comprends que entre le côté très joli selon notre esthétique à nous, hein, le côté très joli des insectes, des ailes d'insectes, des papillons et tout, le magnifique plumage des oiseaux qu'on utilise en décoration et même en bijoux, etc. Et ça depuis la nuit des temps. Et les ailes de chauve-souris qui sont en fait des mains déformées entre lesquelles, entre chaque doigt, il y a de la peau en fait tirée qui fait une espèce de membrane. Bon, c'est quand même autre chose, hein. C'est différent. Voilà, on va dire ça comme ça, on va dire que c'est différent. Et à partir de ces simples constats, le fait qu'on soit un peu plus en recul et un peu plus mauvais envers les ailes de chauve-souris que envers les autres, on peut déjà établir une espèce d'histoire de fond. Vous voyez, il y aurait donc les humains, et quelle serait la relation de la civilisation humaine face à les hybrides insectes, les hybrides oiseaux et les hybrides chauve-souris. Et les hybrides entre eux, quelle serait leur relation ? Les hybrides chauve-souris envers les hybrides oiseaux envers les hybrides insectes. Est-ce que les insectes seraient beaucoup plus prétentieux ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, les insectes auraient déjà une civilisation très aboutie, comme par exemple celle des humains, alors que peut-être les oiseaux ou les chauves-souris auraient gardé un côté plus proche de la nature. Ils vivraient dans la forêt ou quelque chose comme ça. On peut déjà commencer à jouer là-dessus. Là, je fais un petit aparté pour vous dire qu'au moment où j'ai commencé à faire la vidéo, j'étais déjà partie tellement loin dans mon idée que le truc de départ, là, les insectes hybrides, ailes de papillon, fées, machin, j'avais zappé. Franchement, quand j'ai commencé la vidéo, je n'avais même pas dessiné. Et puis après, je me suis dit, non, tu vas quand même en dessiner, déjà pour les besoins de la vidéo, parce que je pensais que c'était sympa de vous montrer quand même un personnage avec les ailes de papillon, voilà. Et puis comme ça me permettait de faire une humaine et un personnage entre guillemets hybride. Et aussi même pour moi, parce que c'est important, et là ça va être mon petit conseil du jour, c'est important de poser vos idées. Même si ce que vous faites, c'est pas oufissime, c'est pas le dessin du siècle, de toute façon vous le voyez très bien, les dessins que j'ai fait là, ils sont vraiment extrêmement simples. Souvent quand on les regarde après coup, on se dit mais là les proportions elles sont pas top, là entre telle et telle image le même personnage, mais comme j'ai pas bien fait son visage, il se ressemble pas assez. Ça j'aurais dû le faire comme ça et tout, mais peu importe en fait, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que vous dessiniez et que vous posiez vos idées. Et même si vous n'êtes pas dessinateur, si vous êtes plutôt écrivain, posez vos idées. Parce que tant que vous ne les avez pas posées, qu'elles sont juste dans votre tête, vous avez plein de choses qui sont un peu interconnectées ou plein d'idées qui, au contraire, sont chacune de leur côté. Mais il n'y a pas de corrélation et c'est pas tant que vous ne l'avez pas posé, vous ne pouvez pas réellement vous rendre compte de ce qui est crédible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est cohérent, de ce qui ne l'est pas. Si vous avez des petits bouts de scénario, même si vous n'avez pas de scénario de fond, mais si vous avez des petits bouts d'idées, écrivez. Voilà. Vous écrivez. Et donc si vous êtes dessinateur, dessinez. Parce que c'est à partir de là que vous allez commencer à vraiment évoluer dans votre idée. Et c'est typiquement ce qui s'est passé pour moi dans ce cas-là. Puisque là, je vais rentrer dans le vif vraiment du sujet, du côté chara-design, vraiment la création visuelle des personnages. Et je vais vous dire qu'elle a été vraiment le gros tournant pour moi. À partir du moment où on aurait différentes civilisations avec différents peuples, qui seraient en fait carrément des espèces à part les unes des autres, comment ça cohabiterait ? Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous les humains. Les seules civilisations qui existent, c'est la nôtre. Après,
dans notre espèce, on a différentes cultures, et donc on a créé différentes civilisations au fil des siècles et tout, mais en soi, on est la même espèce. Mais comment ça se passerait si on était en rivalité avec d'autres espèces, donc qui ne seraient pas des humains, ou en tout cas pas tout à fait, et qui auraient eux-mêmes leur propre civilisation, et qui auraient du coup des besoins et une physiologie différente, puisque quand tu as des ailes, tu te comportes pas pareil que quand tu n'as pas d'ailes, je suppose. Je peux que l'imaginer, mais je suppose. Et la question c'est, quelle serait la relation déjà entre les différentes espèces hybrides volantes, puisque j'avais dit que les hybrides insectes, je les imaginais comme très prétentieux et très snobs par rapport aux humains, puisqu'ils ont la capacité de voler, que n'a pas les humains. Mais cet avantage et cette, entre guillemets, supériorité, ils la perdent face aux hybrides oiseaux qui peuvent aussi voler et aux hybrides chauves-souris qui peuvent aussi voler. Du coup, là déjà, quel serait un petit peu le rapport entre les espèces hybrides entre elles? Mais le plus important, ce serait la relation avec les humains. Parce que du coup, on a ces humains qui, eux, peuvent pas voler et qui sont face à ces civilisations qui, elles, le peuvent. Jusqu'à quel point ça fait une vraie différence au niveau de la capacité à survivre, etc., je ne sais pas. Mais bon, on imagine que c'est quand même un avantage non négligeable de pouvoir voler. Mais le plus important, ce serait, de mon point de vue, jusqu'à quel point les humains pourraient accepter cette cohabitation. Parce que quand on voit déjà que les humains, alors qu'ils sont les seuls à dominer sur notre planète, on est les seuls à dominer sur notre planète, on n'a pas de civilisation rivale, et déjà, on n'arrête pas de se foutre sur la gueule, on est hyper peu de vaches entre nous, alors qu'on n'a pas de vraie différence physique. Donc c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on n'arrive pas à s'accepter les uns les autres, et qu'on va chercher vraiment mais la broutille, de la couleur des cheveux, de la couleur de la peau, de la forme du nez, de la corpulence, enfin vraiment des choses du détail, pour trouver des prétextes à se rejeter les uns les autres. Alors on imagine ce que ce serait s'il y avait des vraies différences morphologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, est-ce que justement le fait de se retrouver enfin face à une civilisation où il y aurait une vraie différence physique, donc ce serait pas tout à fait des humains, mais ça ressemblerait quand même vraiment beaucoup à des humains, avec les mêmes capacités intellectuelles et tout, est-ce que ça ferait pas un petit peu relativiser l'espèce humaine, de se dire, bon, bah finalement nos différences à nous, elles sont quasi inexistantes, donc on aurait une espèce humaine qui serait plus soudée entre elles, face, un peu en opposition à ces autres espèces. Ça pourrait être l'un ou l'autre. Et c'est à partir de là que je me suis dit, les Cara Design, ils vont pas assez loin, ils sont pas assez poussés dans le concept. Parce qu'en réalité, là, je parle d'humains face à des espèces hybrides, mais quand on les regarde, sachant que moi j'étais partie sur le design habituel qu'on voit d'un humain avec des ailes dans le dos, donc un humain avec des ailes de papillon ou d'insecte, un humain avec des ailes d'oiseau et un humain avec des ailes de chauve-souris. Et je m'étais arrêtée là en fait, puisque c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Et plus je les regardais, plus je me disais, mais on dirait pas vraiment, en fait, c'est 99% un humain normal. Juste dans son dos, on a rajouté 2 membres d'une autre espèce, en fait, tout simplement. 2 ailes. Et ça fait un peu, ça faisait pas vraiment espèce hybride, ou ça faisait pas vraiment un vrai clivage avec les humains habituels. Ça faisait presque des humains auxquels on aurait mis un déguisement. Vous voyez ce que je veux dire? Des cosplayers, quoi. Mais ça faisait pas vraiment une espèce à part. Et donc là, je me suis dit, non, il faut que je pousse plus loin le concept. J'ai commencé à me dire, les oiseaux et les chauves-souris, on l'oublie, mais en fait, leurs ailes, c'est leurs bras. C'est leurs pattes avant, puisque ce sont des vertébrés, et chez les vertébrés, on a 4 pattes. On n'en a pas 6 comme chez les insectes, on en a 4. Et en plus, les insectes, non seulement ils ont des pattes en plus, mais les ailes sont encore en plus. Donc vous voyez, c'est encore complètement différent. Mais chez les oiseaux, en fait, leurs ailes, c'est leurs pattes avant. Ils n'ont pas des bras en plus, ils n'ont pas d'autres pattes en plus. Et pareil pour les chauves-souris, leurs ailes, c'est leurs mains en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur cette idée. Mais ça n'a pas été très facile à mettre en place parce que déjà visuellement, comme on a beaucoup moins l'habitude de ça, j'allais dire que ça choque. C'est peut-être un peu exagéré comme terme parce que c'est pas totalement inédit non plus, mais c'est moins, entre guillemets, plaisant à regarder que quand on met des ailes dans le dos. Vous voyez, les ailes dans le dos, c'est un côté très majestueux et tout, alors que là, quand c'est attaché au bras, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on regarde des oiseaux sans leur plumage,
ça a une apparence hyper bizarre. Enfin, on a tous déjà vu un poulet, ils ont des espèces de moignons là à la place des bras. Et quand on se dit que c'est ça qui donne la majesté des ailes, c'est assez rigolo en fait quand on y réfléchit. S'il n'y avait pas les plumes, ça ressemblerait vraiment à rien. Bon, vous me direz, les chats c'est un peu pareil, hein. Quand on voit les chats sans poils, alors je les aime beaucoup, hein, cela dit. Je dis ça, j'aime vraiment beaucoup les chats sphinx, mais c'est clair que ça perd de sa superbe hein, par rapport à un Maine Coon, c'est pas trop comparable. Bref, tout ça pour dire que donc, visuellement, c'était déjà un peu plus compliqué de se faire à l'idée. Mais à force de les dessiner, j'ai commencé à m'habituer à comment ça apparaissait visuellement. Mais aussi, là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quand tu commences à essayer de t'imaginer les personnages bouger et effectivement voler. Parce que du coup, ils battent des bras, en fait. Vous voyez, ils utilisent leurs bras. Donc déjà, c'est un petit peu spécial visuellement, mais surtout, bah, s'ils ont leurs bras occupés à voler, ils peuvent pas faire d'autres choses en même temps. Ils sont très limités au niveau des gestes par rapport, par exemple, aux hybrides insectes qui, eux, ont leurs ailes en plus de leurs bras. Donc là déjà, il y avait un petit truc à travailler et aussi, encore petit truc, petite note en plus, c'est pas le tout de les faire physiquement, c'est que derrière, il faut les habiller. Et ouais, parce que déjà, c'est pas évident de faire des vêtements quand il y a des ailes attachées dans le dos, parce que les vêtements, bah, tels qu'on les connaît, en tout cas, ça marche pas trop. Mais alors, rajouter à ça que c'est attaché aussi au bras, et alors là, ça devient vraiment compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais tout compliqué que c'était, c'est quand même vraiment là que j'ai commencé à m'amuser, parce que pour le coup, il y avait un petit peu de challenge, il y avait vraiment un besoin de recherche de comment je vais les dessiner, comment je les représente quand ils sont en train de voler, comment est-ce qu'ils vont avoir, comment est-ce qu'ils vont bouger, par exemple. On peut très bien imaginer que du coup, comme ils ont ces bras qui sont en quelque sorte entravés par leurs ailes, en tout cas quand ils sont en train de voler, ils peuvent pas s'en servir comme nous on se sert de nos bras. Du coup, est-ce qu'ils n'auraient pas des pieds beaucoup plus mobiles, comme on va trouver par exemple il y a beaucoup d'animaux hein, qui utilisent leurs pattes arrière presque comme si c'était des mains, ils peuvent attraper des objets et tout. J'imagine plutôt ça pour les hybrides oiseaux et les hybrides chauves-souris. Je me dis qu'au niveau des pieds, ils auraient des pieds beaucoup plus développés que les nôtres, peut-être avec des orteils beaucoup plus longs ou quoi, de sorte qu'ils pourraient s'en servir pour agripper, pour se poser sur les branches, se tenir, etc. Les chauves-souris, c'est entre autres comme ça qu'elles tiennent à la tête à l'envers, donc pourquoi pas, ça pourrait faire partie du chara design. Vous voyez, tout ça, c'est des petites choses qu'on peut travailler, et qui pour le coup, je trouve, sont plus intéressantes, ou en tout cas sont plus un défi que simplement les humains, évidemment, et les hybrides insectes. Parce que eux, je leur ai gardé cette apparence d'humain avec des ailes dans le dos, par rapport au fait que les insectes ont de toute façon des ailes en plus de leurs pattes, contrairement aux oiseaux et aux chauves-souris. Mais du coup, c'est beaucoup moins de challenge visuellement. Alors après, je dis ça, peut-être que je vais décider de les changer physiquement, je pourrais leur mettre des antennes ou je ne sais trop quoi, pour leur donner un côté un petit peu moins humain, mais en tout cas, je crois pas qu'on puisse autant pousser le concept qu'avec les chauves-souris et les oiseaux. Là vraiment, c'est sur ces deux hybrides-là que je trouve on peut vraiment s'amuser et faire quelque chose d'assez poussé au niveau du chara design. Vous l'aurez compris, là, j'ai commencé par vouloir créer visuellement des personnages, puis quand j'ai commencé à avoir des idées pour le background et pour la backstory, j'ai finalement, le scénario tel que je l'imaginais m'a poussé à modifier l'apparence des personnages. Donc ce qui était au début juste l'apparence des personnages, ça a commencé à être influencé par le scénario. Alors ça dépend des fois. Des fois, vous allez avoir d'abord une idée de scénario, et le plus souvent c'est comme ça pour moi, et du coup, en fonction du scénario, vous allez créer des personnages qui vont être adaptés. Et souvent, vous allez créer les personnages dont vous avez besoin pour le scénario, mais vous n'allez pas trop vous éparpiller. On va dire que c'est la configuration optimale parce que du coup, vous allez faire vraiment ce qui est nécessaire. Et comme vous avez déjà l'idée, le scénario de base, vous créez les personnages pour, entre guillemets, servir le scénario. Donc il y a beaucoup plus de logique et d'homogénéité dans votre création. Et le plus souvent, pour moi, ça fait très 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 longtemps que je n'ai plus créé de personnages OC, c'est-à-dire juste des personnages qui existent par eux-mêmes sans forcément qu'il y ait de scénario. En général, j'ai une idée de scénario. Bon, la BD je la fais jamais, hein, mais j'ai une idée de scénario quand même. Et c'est à partir de là que je crée les personnages. Mais cette fois-ci, donc, ça a été l'inverse.
et c'est très souvent le cas pour beaucoup de gens, j'avais envie de créer des personnages, et c'est plus en créant l'histoire autour de ces personnages, ou des idées qui me sont venues comme ça, en plus qui sont venues se greffer, que finalement j'ai fait évoluer le chara-design. Je rebondis là-dessus pour vous dire que très souvent quand on a une idée, elle vient pas de nulle part. Ça peut venir de plein de choses différentes, hein. Ça peut être un décor que vous avez vu. Par exemple, imaginez si vous aviez vu les décors des habitations des elfes, de la civilisation des elfes, du Seigneur des Anneaux, mais que vous connaissiez pas l'histoire, genre vous avez juste vu des visuels. Bah déjà, rien qu'à partir de ça, on peut s'imaginer plein de choses, hein. Bon, je parle d'un décor, mais ça peut être, je sais pas, un accessoire de mode, ça peut être une attitude chez quelqu'un, chez un artiste que vous aimez bien, ça peut être une chanson même, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un petit élément dans une illustration d'un autre dessinateur que vous avez bien aimé et que vous avez envie de développer, vous avez envie de vous l'approprier pour vous le développer, ça peut être plein de choses. Et il se trouve que moi, dans mon cas là, quand j'ai eu ce petit tournant dans le chara-design où je me suis dit, il faut que je modifie les ailes, et que j'ai décidé que les ailes allaient être les pattes, les bras en fait des hybrides, je savais que ça me venait de quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Vous savez, comme quand on a un mot là sur le bout de la langue. On sait qu'on sait, mais on n'arrive pas à le sortir. Et c'était dans un coin de ma tête, et je me disais, mais ça vient d'où ce truc ? Et bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau comme concept, donc t'as dû le voir dans plein d'endroits différents, mais je savais que c'était quelque chose de précis en fait. Je savais que c'était quelque chose de précis, c'était quelque chose de pas très ancien. Et au bout d'un moment quand même, mon cerveau s'est rallumé, et j'ai capté qu'en fait, le concept, il venait pas mal de Monster Hunter. Ou plutôt, le concept, je l'ai enrichi avec les visuels de Monster Hunter. Alors, les gamers parmi vous, vous connaissez. Dans Monster Hunter, on a les humains, et les humains cohabitent, entre guillemets, avec des très grandes créatures qui sont des espèces de mondes d'animaux gigantesques, surtout plutôt type dragon, gros dinosaures, là, trucs comme ça. Et donc ils appellent ça des monstres, mais c'est pas des monstres genre film d'horreur, hein, ça ressemble juste à des gros animaux. Ce qu'on appelle nous les monsties, parce que je n'ai pas joué à la licence d'origine Monster Hunter, mais j'ai vraiment adoré Monster Hunter Stories, donc la version de l'histoire où on est poteaux, on est amis avec les monstres, donc on les appelle les monsties. Et dans Monster Hunter, on a pas mal, je trouve que vraiment le chara-design et l'inventivité au niveau des monstres, elle est hyper stylée, parce qu'on a ceux qui ressemblent à des espèces de gros lézards géants, genre dragon du Komodo, mais en gros quoi. Ils sont très très jolis, genre le Mizutsune est très très beau. On a ceux qui ressemblent un petit peu à des oiseaux, donc ça c'est assez marrant, parce que quand on sait que la poule est très proche génétiquement du tyrannosaure, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et du coup, je trouve que dans Monster Hunter, ça se voit vachement avec le Kulu-Yaku, parce qu'il a son bec là, et il ressemble à une espèce de poulet, mais vachement énervé, et puis il a ses petites pattes avant là, avec lesquelles il tient des cailloux et des objets, il nous les lance et tout, enfin bref. C'est vachement bien trouvé, et il est déjà là, on est sur quelque chose au niveau hybridation qui est pas mal du tout. Mais surtout, la plupart des monstres qui peuvent voler, et qui sont ceux que j'ai le plus utilisés dans le jeu en tout cas, et ben en réalité, c'est pas genre des dragons tels qu'on a l'habitude de les imaginer dans notre culture occidentale, c'est-à-dire des lézards avec en plus des ailes de chauve-souris, et donc qui leur permet de voler. Non, c'est vraiment des créatures beaucoup plus, entre guillemets, réalistes, puisqu'ils ont leurs pattes avant qui sont leurs ailes. Et notamment, je pense au Pukei Pukei, qui est vachement beau en plus, parce qu'il a toutes ses couleurs. Et mon top favori, mon grand chouchou of all time, le Nargacuga, qui est vraiment trop trop beau. En plus, lui, il a un côté, comme il est très sombre, il a un côté vraiment vampire, chat, vraiment, il est super beau. Bref, donc je pense que c'est de là que ça m'est venu. Parce que d'ailleurs, dans le jeu, il y a aussi les dragons anciens. Et les dragons anciens, là par contre, ils sont tels qu'on l'imagine dans les mondes fantasy, c'est-à-dire que c'est un lézard, donc il a ses 4 pattes, et en plus, il a des ailes. Mais ceux qu'on utilise dans la nature, ceux qu'on trouve dans la nature, les classiques, les monstres classiques, eux, ils ont vraiment ce côté plus réaliste, dans le sens où ils n'ont pas des pattes avant en plus de leurs ailes. Leurs ailes, c'est leurs pattes avant. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans comment imaginer les personnages bouger, voler, etc. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir eu ce jeu, puisque c'est carrément la base du chara-design de beaucoup de monstres. Voilà, c'était l'instant geek. Cela étant dit, donc, quand vous avez des idées, surtout, vous devez, petit 1,
Posez vos idées. Ne les gardez pas dans votre tête parce que dans votre tête, tout a l'air toujours très logique, très bien imbriqué, il n'y a pas de souci, tout est plausible, tout est réaliste. Mais je vous assure que dès que vous commencez à l'écrire ou à faire des petits schémas ou à faire des dessins, là tout de suite vous vous rendez compte que votre cerveau il vous a bien nu parce qu'en fait c'est pas si simple que ça, tout n'est pas si logique, tout n'est pas si plausible, tout ne fonctionne pas. Des fois on a des idées et on se rend pas compte tout de suite qu'en fait elles sont contradictoires et qu'elles fonctionnent pas, du coup on est obligé de faire le tri, enfin bref. Donc n'hésitez pas déjà petit 1 donc à poser vos idées, ça c'est vraiment important. Posez-les par écrit, de la façon dont vous voulez, mais posez-les. Et surtout, allez enrichir votre bibliothèque mentale, allez chercher des images, allez chercher des concepts, allez sur Pinterest, allez à la bibliothèque, ce que vous voulez, mais vous avez vraiment besoin d'avoir un terreau fertile à partir duquel développer, germer vos idées. Parce que si la terre elle est pauvre, parce que vous n'avez pas fait beaucoup de recherches et parce que vous n'avez pas eu beaucoup d'idées, vous ne pourrez pas concevoir de nouvelles choses. Il ne faut jamais oublier que l'imagination, en fait, c'est une agglomération de plein de choses différentes que vous avez vues, et c'est ça qui va vous permettre de créer des nouvelles choses à partir de tout ce que vous connaissez déjà. Donc vraiment, il faut vous enrichir. Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette première partie sur ce petit thème des Cara Design de OC que j'ai inventé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous allez passer un bon moment. La semaine prochaine, on parlera encore un petit peu de tout ça et on parlera du côté beaucoup plus technique du dessin, du graphisme. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à toutes les personnes qui vont liker, partager, s'abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas parce que c'est ce qui permet de soutenir et c'est ce qui permet de pouvoir produire d'autres vidéos qui, je l'espère, vous sont utiles ou en tout cas qui vous divertissent et qui vous font passer un bon moment. On se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.